Les gémissements de mon fils m'ont arraché à un sommeil agité. Je me suis réveillée en sursaut. Ma main, posée précipitamment sur son front, était brûlante comme de la braise. J'ai senti mon cœur se serrer comme dans un étau. Léo, mon petit garçon de 5 ans, avait de nouveau de la fièvre. J'ai regardé le réveil sur la table de chevet. Il était à peine 23 heures. Dehors, Paris vivait encore. Mais ici, dans cette luxueuse villa de Neuilly-sur-Seine, les seuls sons étaient la respiration difficile de mon fils et les battements affolés de mon propre cœur. J'ai rapidement apporté un gant de toilette imbibé d'eau tiède pour le rafraîchir, puis j'ai repris sa température. 39 degrés. Le chiffre rouge du thermomètre numérique semblait me poignarder les yeux. Tremblante, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie. Cet après-midi-là, je lui avais donné la dernière dose de sirop de Doliprane pour enfants. Nous devions aller à l'hôpital. J'ai pris son petit corps brûlant dans mes bras et j'ai couru hors de la chambre, traversant le salon. Mon mari, Alexandre, était toujours là, assis les jambes croisées sur le canapé, faisant défiler son téléphone et sifflotant un air joyeux. Il portait un costume de marque flambant neuf, ses cheveux peignés en arrière avec du gel, et à côté de lui se trouvait une valise prête pour le départ. « Alexandre !» l'ai-je appelé. Ma voix tremblait de panique. Léo a une fièvre dangereusement élevée. Nous devons l'emmener aux urgences immédiatement. Alexandre a levé les yeux et m'a jeté un regard agacé. Il a froncé les sourcils, cette expression nerveuse habituelle, qu'il arborait toujours quand je le dérangeais pendant son temps libre, est apparue sur son visage. « Tu n'es pas capable de t'occuper d'un enfant toute seule ?» Sa voix était froide, dénuée de toute inquiétude. « Il a de la fièvre, donne-lui un médicament. »« Pourquoi paniques-tu ? Nous n'avons plus de médicaments, et sa fièvre est très haute. J'ai peur qu'il fasse des convulsions. »« Il faut y aller, s'il te plaît, Alexandre. » L'ai-je supplié, les larmes aux yeux. Alexandre s'est levé avec irritation, mais au lieu de venir vers moi, il a attrapé sa valise. « Appelle un taxi, j'ai une affaire urgente à régler. »« Qu'est-ce qui peut être plus urgent que ton propre fils ?» ai-je crié. « Presque. Ne devions-nous pas aller à Saint-Tropez demain ? Tu avais promis de nous emmener, Léo et moi. » À la mention du voyage, l'expression d'Alexandre est devenue encore plus cruelle. Il a souri avec mépris, un sourire qui m'a rempli de dégoût. « Saint-Tropez ? Tu crois que tu as le droit de venir ? Regarde-toi. Tu sens le vomi et la nourriture à emporter toute la journée. Et tes vêtements sont une catastrophe. Tu ne fais que me mettre dans l'embarras. Ce voyage, c'est pour moi et Jennifer. Tu comprends ? Jennifer. » Le nom m'a frappé comme un marteau. C'était sa jeune et magnifique maîtresse, avec qui il sortait depuis des mois. Je savais tout. Mais je me taisais, espérant qu'il reviendrait à la raison pour le bien de notre fils. Mais ce soir-là, il l'a avoué ouvertement, piétinant sans vergogne 6 ans de mariage. « Quoi ? De quoi parles-tu ? Comment as-tu pu faire ça ?» ai-je bégayé. Ma poitrine était si serrée que j'avais à peine l'air pour respirer. « Tu gâches l'ambiance ?» a claqué Alexandre en sortant son téléphone. « Allô, Jennifer, je pars. »« Oui, juste un petit problème. » Ma femme aveugle fait une scène. Il parlait au téléphone d'une voix douce et amoureuse, m'ignorant complètement alors que je me tenais là, pétrifiée, avec notre fils fiévreux dans les bras. Après avoir raccroché, il m'a fixé avec des yeux glacials. « Reste à la maison, et n'ose aller nulle part faire des scènes. Si j'apprends que tu as gâché ce voyage, ne t'en prends qu'à toi-même si je deviens cruel. » En disant cela, il a traîné sa valise vers la porte d'entrée. Comme une folle, avec notre fils dans les bras, j'ai couru après lui, bloquant la portière de sa voiture. « Tu ne peux pas partir. Ton fils est très malade. Tu es son père. Tu ne peux pas nous laisser ici. » Je frappais à la vitre de la voiture, sanglotant désespérément. Alexandre a baissé la vitre. Son visage était déformé par une méchanceté que je n'avais jamais vue chez lui. « Tu veux mourir ? Dégage de mon chemin. » Comme je ne bougeais pas, il a soudainement ouvert la portière, m'a attrapé par les cheveux et m'a traîné de force dans la maison. « Ah !» et je criai de douleur. Léo, effrayé, a commencé à pleurer désespérément dans mes bras. Sans une once de pitié, il m'a traîné à travers le salon vers la vieille cave sombre à l'arrière de la maison. C'était une pièce humide et moisie, utilisée uniquement pour entreposer des meubles cassés et des rebuts. L'air était épais d'une odeur de moisie et de souris. Il nous a jetés à l'intérieur, moi et mon fils. « Restez ici et réfléchissez à votre comportement. Quand tu auras appris où est ta place, je reviendrai. » Il a claqué la lourde porte en bois. Le son sec et froid du verrou a résonné dans l'obscurité. Chaque son était comme un couteau qui coupait mon dernier fil d'espoir. « Alexandre, ouvre la porte.
Ne nous enferme pas ici. La fièvre du garçon empire, Alexandre. J'ai frappé frénétiquement à la porte, hurlant jusqu'à en perdre la voix, mais la seule réponse fut le bruit du moteur de sa voiture s'éloignant dans la nuit. Impuissante, je me suis effondrée sur le sol en béton froid, serrant fort mon fils contre moi. Léo pleurait de manière inconsolable. Son corps devenait de plus en plus chaud. Dans l'obscurité totale, je n'entendais que la respiration haletante de mon fils et le son de mon cœur se brisant en 1000 morceaux. Mon mari, le père de mon fils, venait d'enfermer sa femme et son fils dans une cave pour pouvoir profiter de ses vacances avec sa maîtresse. Existe-t-il un enfer plus douloureux? Quel chemin une femme peut-elle emprunter pour obtenir justice et retrouver son amour maternel? Les méchants paieront le prix. Aimez et abonnez-vous à Écho du passé et activez les notifications pour ne pas manquer les développements dramatiques du prochain chapitre. L'obscurité épaisse et froide de la cave nous a enveloppés. L'odeur de moisie, de souris et de vieilles choses a frappé mes narines, me serrant encore plus la poitrine. Assise sur le sol en béton glacial, j'ai serré Léo contre moi, essayant de le réchauffer avec la chaleur de mon corps. Il avait cessé de pleurer hystériquement et s'était endormi dans mes bras, mais son corps brûlait encore, et sa respiration était courte et rapide. J'ai pressé mon visage contre son front. La chaleur qui s'en dégageait était comme du feu. Que pouvais-je faire? Enfermé ici, sans médicaments, sans eau, mon fils ne tiendrait pas longtemps. L'impuissance et le désespoir me serraient le cœur comme des étaux invisibles. La douleur était si intense qu'elle me paralysait. Je scrutais l'obscurité, cherchant une lueur d'espoir. La seule fenêtre de la cave était haute, barricadée avec des planches. Un faible rayon de lune filtrait à travers les fentes, projetant de minces bandes de lumière sur le sol, pas assez pour que je puisse voir clairement. Je ne pouvais distinguer que le désordre des cartons et des meubles cassés empilés autour de nous. C'était une prison. Une prison où mon propre mari nous avait jetés. J'ai enlevé mon cardigan léger, l'ai humidifié avec mes propres larmes, et j'ai délicatement essuyé le front et le cou de mon fils, espérant que cela le rafraîchirait un peu. Il a bougé, ses lèvres sèches marmonnant dans un rêve délirant. « Papa, Alex, tu manques à Léo. » Ces mots innocents ont percé mon cœur comme un millier d'aiguilles. De nouvelles larmes ont inondé mon visage. Pas pour moi, mais pour lui. Il était trop petit pour comprendre la cruauté de son père, qui l'idolâtrait. Il voyait encore son père comme un héros, le meilleur papa du monde. Il ne savait pas que son héros s'amusait avec une autre femme, tandis que son fils luttait contre une forte fièvre dans une cave sombre et sale. Les souvenirs du passé sont revenus si vivement, comme si c'était hier. Je me suis souvenu du premier jour où j'ai rencontré Alexandre. Il était un jeune architecte talentueux, et je n'étais qu'une étudiante naïve et innocente. Il est entré dans ma vie comme un prince, avec un sourire chaleureux et des yeux bienveillants. Il disait aimer ma simplicité et ma gentillesse. Il disait ne pas se soucier que je sois une orpheline d'origine modeste. Il m'a promis de me protéger et de m'aimer jusqu'à la fin de sa vie. Je l'ai cru. J'ai cru à chacune de ses 12 promesses. J'ai bravé la désapprobation de sa mère, Éléonore, qui valorisait le statut social par-dessus tout, pour devenir sa femme. Je pensais qu'avec son amour, je pourrais tout surmonter. Et pendant les premières années de notre mariage, nous étions incroyablement heureux. C'était un mari attentionné, qui m'aidait aux tâches ménagères après le travail et me massait les épaules. Les week-ends, il m'emmenait en promenade, et nous mangions les plats de traiteur que j'aimais. Quand je suis tombée enceinte de Léo, il a pleuré de bonheur. Il répondait à tous mes besoins, m'interdisant de faire le moindre travail pénible. Il posait son oreille sur mon ventre et chuchotait à notre fils. À cette époque, je pensais être la femme la plus heureuse du monde. Mais quand tout a-t-il commencé à changer? Était-ce lorsque l'entreprise familiale a traversé une période difficile et qu'il a dû supplier sa mère pour de l'aide? Ou lorsque Jennifer est apparue avec son charme juvénile et ses paroles flatteuses, jusqu'à ce qu'elle lui ouvre les yeux? Il a commencé à rentrer de plus en plus tard. Les dîners de famille se sont raréfiés. Il ne se souciait plus de mes sentiments. Des mots acerbes et des regards froids les ont remplacés. Il a commencé à écouter sa mère sans discuter. Prenant tous mes sacrifices pour acquis, il s'est transformé en quelqu'un d'autre. Un étranger, égoïste et cruel. J'ai essayé de tenir bon. J'ai essayé de pardonner, me disant qu'il était juste stressé par le travail, qu'il redeviendrait bientôt le mari que j'avais connu. Mais je me trompais. Quand le cœur d'un homme change, il est inutile d'essayer. Maman, j'ai froid. Le gémissement de Léo m'a ramené à la brutale réalité. Je l'ai serré plus fort, essayant de le protéger du béton froid avec tout mon corps. Sa respiration s'affaiblissait. « Léo, s'il te plaît,
Ne fais pas peur à maman. Tiens bon, mon fils. Quelqu'un va venir nous sauver. Ai-je chuchoté, sans savoir moi-même en qui croire. Qui nous sauverait? Éléonore, ma belle-mère, qui ne m'avait jamais acceptée comme sa fille. Elle célébrait probablement le fait de s'être débarrassée de l'épine dans son pied. Mon beau-père, Georges, était un homme silencieux et réservé. Au fil des ans, il ne s'était jamais immiscé dans notre mariage. Il ne m'avait jamais défendu contre l'amertume de sa femme. Je ne pouvais pas compter sur lui. J'étais vraiment dans une impasse. Je fixais, impuissante, la porte en bois silencieuse. Le désespoir m'a submergée. Nous allions mourir ici, mon fils et moi, seuls dans le froid, méprisés par la personne que j'avais le plus aimée. La pensée m'a fait frissonner. Non, je ne pouvais pas mourir. Je devais vivre pour élever mon fils, pour faire payer ceux qui nous avaient causé cette douleur. Mais que pouvais-je faire? Complètement épuisée, je ne pouvais que tenir mon fils et pleurer. Des larmes chaudes coulaient sur mon visage et sur le visage fiévreux de mon fils. Juste au moment où je sentais la dernière lueur d'espoir s'éteindre, j'ai entendu un bruit étrange à l'extérieur. Un grincement, un raclement. C'était faible, comme du métal frottant contre du métal, lentement et sèchement. Mon cœur a bondi. Qu'était-ce? Le vent qui faisait frotter une branche contre le toit, ou une souris qui rongeait quelque chose? J'ai retenu mon souffle, écoutant attentivement, espérant entendre autre chose. Cette fois, c'était plus clair. Un clic. Comme si quelqu'un essayait de forcer le verrou. Était-ce Alexandre, qui était revenu, ou un cambrioleur? Qui que ce soit, ce serait notre voie de secours, ou une autre porte vers un enfer encore pire. Le clic sec de la serrure a résonné dans le silence de mort de la cave, et tout mon corps s'est raidi. Toutes mes pensées se sont arrêtées, remplacées par une peur primale qui me serrait la poitrine. Qui était là dehors au milieu de la nuit? Mon premier instinct a été de me reculer plus profondément dans l'obscurité, serrant Léo comme une mère animale protégeant son petit faible. J'ai mis ma main sur sa bouche, terrifiée qu'on puisse entendre le plus faible gémissement. Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'ai cru qu'il allait me sortir par la gorge. Dehors, les bruits de raclement et de cliquetis sont devenus plus forts, plus frénétiques. Quelqu'un voulait absolument entrer. Alexandre avait-il changé d'avis et était-il revenu? Non. Ce n'était pas le son d'une clé. C'était plus brutal, comme si quelqu'un forçait le verrou avec un objet dur. Un cambrioleur. La pensée m'a glacé le sang. Si un cambrioleur entrait et nous trouvait, il nous tuerait pour nous faire taire. Ou quelqu'un envoyé par Alexandre, qui avait peur que je cause des problèmes et avait envoyé quelqu'un pour me donner une leçon. Ces scénarios terrifiants tourbillonnaient dans ma tête. Je me sentais au bord de la folie. Boum! Un grand coup a retenti, la porte en bois épaisse étant enfoncée par une force extérieure puissante. La faible lumière jaune du couloir a inondé la pièce, projetant une ombre haute et imposante sur le seuil. J'ai retenu mon souffle, fixant la silhouette les yeux écarquillés. Ma main a instinctivement saisi un morceau de bois pourri à côté de moi, prête pour un combat sans espoir. La silhouette est entrée, sa démarche légèrement incertaine, pressée. Alors que la personne entrait dans une tache de faible clair de lune, je l'ai reconnue avec stupeur. Mon beau-père, Georges. J'en croyais à peine mes yeux. Il était en pyjama de soie, ses cheveux grisonnants en désordre. Son visage, habituellement calme et sévère, était maintenant sillonné de panique pure et d'inquiétude. Il tenait un pied de biche en acier dans sa main, l'outil avec lequel il venait de forcer la porte. « Sophie, tu vas bien ?» a-t-il crié mon nom. Sa voix était tremblante et rauque, dépouillée de son autorité habituelle. Quand il nous a vus blottis dans le coin sombre, il a rapidement jeté le pied de biche par terre et a titubé vers nous. Mon Dieu, ce monstre a été capable de faire ça à sa femme et à son fils. Il s'est agenouillé à côté de moi, sa main rugueuse et tremblante a touché le visage de Léo. La chaleur du corps de son petit-fils l'a fait tressaillir. Mais il brûle! Nous devons aller à l'hôpital immédiatement. C'est seulement à ce moment-là que j'ai repris mes esprits. La peur a été remplacée par une surprise stupéfaite et une lueur d'espoir. « Papa, papa !» Ai-je éclaté en sanglots, des larmes de soulagement, de terreur et d'une gratitude tardive. « Comment saviez-vous que nous étions ici ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a rapidement enlevé sa robe de chambre, l'a enroulée autour de Léo, et a soulevé l'enfant dans ses bras. « Assez de questions, allons-y. Nous devons d'abord sauver mon petit-fils, » a-t-il ordonné, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle. Je me suis levée avec difficulté, mes membres engourdis par la longue position assise, et je l'ai suivi en titubant hors de la cave. Dans le salon, les lumières étaient encore allumées. La valise d'Alexandre avait disparu.
Sur la table basse, 2 verres de vin à moitié vides, l'important la marque d'un rouge à lèvres rouge vif, comme une moquerie cruelle. Georges n'y a même pas jeté un regard. Il s'est précipité directement au garage, a placé Léo sur la banquette arrière et m'a pressé de monter. Dépêche-toi, Sophie. La limousine de luxe, habituellement utilisée uniquement pour les événements importants, filait maintenant dans la nuit comme un animal blessé. Assise sur le siège passager, je me suis retournée pour regarder Léo, qui gisait inconscient sur la banquette arrière, et mon cœur s'est serré. « Papa, Alexandre. » ai-je hésité. « Il est parti, » a coupé Georges. Sa voix était d'un froid d'acier. Ses mains serraient si fort le volant que ses jointures blanchissaient. Il est parti avec cette femme. J'ai tout vu. Il s'est avéré que ce soir-là, il n'arrivait pas à dormir. Il était sorti sur le balcon pour prendre l'air et avait vu par hasard la voiture d'Alexandre partir. Mais ce n'était pas moi et Léo qui étions à l'intérieur, c'était Jennifer. Un mauvais pressentiment l'a envahi, et il est descendu nous chercher. Il a trouvé notre chambre vide et n'a pas pu joindre Alexandre par téléphone. Il a fouillé toute la maison jusqu'à ce qu'en passant près de la cave, il entende mes faibles sanglots étouffés. Je suis un lâche. J'ai été trop indulgent avec lui pendant trop longtemps, a-t-il grommelé. Sa voix était pleine de remords. Je pensais que ce n'était qu'une phase, qu'il reviendrait à la raison. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait perdre son humanité à ce point. Je suis restée silencieuse. Les larmes ont de nouveau coulé sur mon visage. Donc, il savait. Il savait qu'Alexandre me trompait. Il savait ce que je traversais, mais il avait choisi de se taire. Ce silence était peu, être un autre couteau invisible qui avait contribué à me pousser en enfer ce soir-là. La voiture filait sur la route déserte. Les lampadaires illuminaient par intermittence son visage vieillissant, éclairant les rides profondes de douleur et de culpabilité. L'hôpital n'était plus qu'à quelques rues. Je me suis retournée pour regarder mon fils. Il était toujours inconscient. Sa respiration devenait de plus en plus faible. « Tiens bon, mon amour, on y est presque », ai-je murmuré. Juste à ce moment, le téléphone de Georges a sonné. C'était un numéro inconnu. Il a froncé les sourcils et a mis le haut-parleur. « Allô ?» Une voix d'homme inconnu, paniqué, a répondu. « Excusez-moi, est-ce le contact d'urgence du propriétaire du véhicule immatriculé, numéro de plaque ?» Mon cœur a manqué un battement. C'était la plaque d'Alexandre. « Oui, je suis son père. Qu'est-ce qui ne va pas ?» a grogné Georges. « Monsieur, sa voiture vient d'avoir un accident sur l'autoroute A8. C'est très grave. » Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Et tout est devenu sombre. Alexandre avait eu un accident, juste maintenant. Juste après nous avoir abandonnés sans cœur pour sa maîtresse. Un éclair de satisfaction mauvaise m'a traversé, mais il a été immédiatement remplacé par une confusion écrasante. Peu importe à quel point je le détestais, je n'avais jamais souhaité sa mort. Il était, après tout, le père de mon fils. Le téléphone a glissé des mains de Georges et est tombé sur le sol. La voiture a dérapé dangereusement. « Papa !» ai-je crié, agrippant le volant. Georges a sursauté. Ses yeux vides fixaient droit devant, et il a marmonné. « Châtiment ! C'est le châtiment divin !» La voiture s'est arrêtée dans un crissement de pneus devant l'entrée des urgences de l'hôpital. Mais maintenant, ce n'était pas seulement l'inquiétude pour mon fils qui me rongeait, mais aussi une confusion chaotique. Mon mari cruel luttait pour sa vie. Et mon beau-père, qui venait de me sauver d'un enfer, semblait sombrer dans un autre. La nuit était encore loin d'être terminée. Les portes des urgences se sont refermées, me coupant du monde de mon fils. Je suis restée immobile dans le couloir froid de l'hôpital. Mon esprit était complètement vide. L'odeur piquante de l'antiseptique, le grincement des roues des brancards, les cris urgents des infirmières, tout s'est fondu en un bourdonnement chaotique et lointain. Je ne sentais rien. Dans mes oreilles, il n'y avait que le son de la respiration faible et haletante de Léo et le cri silencieux dans ma poitrine. Mon fils, ma vie, luttait pour survivre là, dedans. Et je ne pouvais que rester là, impuissante. Une main fine s'est posée sur mon épaule. Je me suis retournée. C'était mon beau-père. Le visage de Georges était maintenant cendré. Ses yeux injectés de sang étaient vides. « Sophie ?» a-t-il commencé d'une voix rauque. « Alexandre est aux urgences au bout du couloir. » J'ai suivi son regard. Non loin de là, une autre porte d'urgence était éclairée. Je savais qu'Alexandre était là, dedans, le mari qui m'avait impitoyablement poussé au bord de la mort, moi et mon fils. Un sentiment étrange m'a envahi. Pas d'inquiétude, pas de satisfaction, mais un vide effrayant. Toutes les émotions que j'avais ressenties pour cet homme semblaient être mortes dans la cave.
Maintenant, dans mon esprit, il n'y avait de place que pour une seule préoccupation, Léo. Vas-y, va voir comment il va, a dit Georges. Sa voix était lourde de fatigue. J'ai secoué la tête, les yeux fixés sur la porte de la chambre de mon fils. Je reste ici avec Léo. Ma réponse a été brève, mais ferme. Georges m'a regardé, être surpris par ma froideur, mais ensuite, dans ses yeux fatigués, la surprise a été remplacée par un éclair de douleur et de compréhension. Il n'a plus rien dit. Il s'est juste tenu silencieusement à côté de moi. Nous fixions tous les deux la même porte. Deux personnes attendant deux vies, mais nos cœurs étaient dans deux mondes complètement différents. Le temps passait lentement, chaque seconde était une forme de torture. Je faisais les 100 pas, les mains jointes en prière. Je priais Dieu, toute entité divine qui pourrait entendre ma supplication. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Il est si petit, si innocent. Laissez-moi porter tous les péchés, tous les châtiments. Georges s'est affalé sur une chaise de la salle d'attente, la tête entre les mains. Son dos, autrefois droit, semblait s'être courbé. Je savais que sa douleur était 100 fois plus grande que la mienne. D'un côté, son petit-fils était dans un état critique, de l'autre, son fils unique luttait pour sa vie. Les deux douleurs le déchiraient. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, les portes de la chambre de Léo se sont ouvertes. Un jeune médecin est sorti, enlevant son masque. Georges et moi nous sommes précipités. « Docteur, mon fils, mon petit-fils, comment va-t-il » Le médecin nous a adressé un petit sourire rassurant. « Vous avez eu de la chance de l'amener à temps. L'enfant a eu des convulsions fébriles causées par une infection virale. Nous avons réussi à faire baisser sa fièvre et à stabiliser son état. Il est hors de danger immédiat, mais nous devrons le garder en observation pendant quelques jours. » En entendant cela, mes jambes ont cédé et je me suis effondrée par terre. Des larmes de joie ont inondé mon visage. Mon fils était sauvé. Dieu merci. Georges a poussé un profond soupir de soulagement et m'a aidé à me relever. C'est merveilleux. Merci, docteur. Merci beaucoup. Léo a été transféré au service de pédiatrie. Le voir dormir paisiblement dans son lit, le visage encore pâle, mais la respiration régulière, m'a enfin apporté une véritable paix. Je me suis assise près de son lit, pressant sa petite main contre mon visage. Tant qu'il était là, aucune autre tempête n'avait d'importance. Georges est resté longtemps sur le seuil, nous regardant, puis il s'est retourné en silence et est parti. Peu de temps après, il est revenu, tenant une clé et un petit morceau de papier dans sa main. Il me les a tendus. « Sophie, prends ça. » Je l'ai regardée, confuse. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» C'est la clé du coffre-fort dans mon bureau. La combinaison est l'anniversaire de Léo, a-t-il dit, sa voix profonde et étrangement ferme. À l'intérieur se trouve le sceau de l'entreprise, tous les titres de propriété de nos biens immobiliers et plusieurs portefeuilles d'actions. À partir de maintenant, c'est toi qui les garderas. J'étais si choquée que j'ai failli laisser tomber la clé. « Papa, de quoi parlez-vous? Pourquoi me donneriez-vous tout ça ?» Georges m'a regardé droit dans les yeux. Son expression n'était plus vide, mais remplie d'une détermination d'acier. J'ai été faible trop longtemps. Je me suis tue et je t'ai laissé souffrir, toi et ton fils. Le prix que nous avons payé aujourd'hui est trop élevé. Que Alexandre vive ou meure, il n'a plus le droit de diriger cette famille. Quant à ta belle-mère, elle est aveuglée par l'argent et le laxisme. Il a serré ma main qui tenait la clé. Sophie, je sais que tu es une personne bonne, forte et sensible. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. À partir de maintenant, tu prendras toutes les décisions dans cette famille. Utilise-les pour te protéger, toi et Léo, comme il se doit. Ne laisse personne te faire du mal, même pas ta belle-mère. Ces paroles, sa confiance, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Mon beau-père, l'homme que j'avais toujours considéré comme strict et distant. C'était lui qui avait tout vu. Et maintenant il me tendait une épée et un bouclier pour me défendre. Je tenais la clé, sentant son poids. Pas seulement le poids du métal, mais le poids de la responsabilité pour un nouvel avenir qui s'ouvrait devant moi. Chers auditeurs, en voyant le sacrifice et la douleur suprême d'une mère et d'une épouse, beaucoup d'entre nous ont certainement la gorge nouée. Si vous pensez que Sophie, notre héroïne, mérite une chance de se relever et de se battre pour elle-même et pour son fils, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Chaque like est un mot d'encouragement, une ressource invisible qui lui donnera le courage sur son chemin difficile mais prometteur vers une nouvelle aube. Juste à ce moment-là, une infirmière des urgences d'Alexandre a couru vers nous, essoufflée. « Monsieur, le médecin doit parler immédiatement à la famille de monsieur Alexandre Fournier. » Georges a tressailli et s'est levé. J'ai instinctivement voulu le suivre,
Mais l'infirmière a ajouté quelque chose qui nous a tous les deux figés. Et la femme du patient vient d'arriver. Elle fait une scène dehors, exigeant de voir son mari. La femme du patient. J'étais juste là, elle ne pouvait parler que de Jennifer. Oser revenir ici et se faire passer pour la femme d'Alexandre. Les paroles de l'infirmière ont eu l'effet d'un coup de tonnerre, nous laissant, Georges et moi, sans voix. J'étais Sophie Fournier, l'épouse légitime d'Alexandre, la femme qui avait été à ses côtés pendant 6 ans, la mère de son fils. Alors, qui était cette femme qui faisait une scène? Ce ne pouvait être que Jennifer. Son impudence dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Non seulement elle m'avait volé mon mari, mais maintenant elle voulait me voler mon identité. Le visage de Georges s'est assombri. Sans un mot, il s'est retourné et s'est dirigé d'un pas décidé vers les urgences d'Alexandre. Je l'ai suivi à la hâte, le feu de la colère brûlant en moi. Je voulais voir le visage de cette femme qui avait détruit ma famille. Le couloir menant aux urgences d'Alexandre était déjà chaotique. De loin, j'ai entendu une voix familière, aiguë et criarde. « Savez-vous qui je suis? Je suis la femme d'Alexandre Fournier. Mon mari est là, dedans. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? Et si quelque chose lui arrive, en assumerez-vous la responsabilité? » Au milieu d'un petit groupe d'infirmières et d'agents de sécurité de l'hôpital, se tenait Jennifer, habillée comme si elle allait à une fête. Elle portait une robe écarlate moulante, un maquillage lourd et des talons aiguilles vertigineux. Elle ne ressemblait pas du tout à une épouse inquiète, mais plutôt à une reine inspectant son royaume, furieuse que ses sujets ne lui obéissent pas. Assez, la voix de Georges a tonné, tranchante et impérieuse, interrompant la tirade de Jennifer. Tout le monde s'est retourné, surpris. Quand Jennifer a vu Georges, une lueur d'embarras a traversé son visage pendant un instant, mais elle a été rapidement remplacée par une assurance effrontée. Elle a couru vers lui, s'est jetée dans ses bras et a commencé sa performance larmoyante. « Papa, papa, tu es là. Regarde ces gens. Ils ne me laissent pas voir Alex. Il est là, dedans, et je ne sais pas s'il est vivant ou mort. Je suis si inquiète, papa, » a-t-elle sangloté théâtralement, montrant du doigt les infirmières et les gardes, comme si elle était la victime. Les personnes présentes, qui ne connaissaient pas la situation, ont commencé à chuchoter entre elles, la regardant avec sympathie. Georges a froidement retiré ses bras et l'a repoussé. Ses yeux, fixés sur elle, ne contenaient aucune chaleur, seulement du mépris et du dégoût. « De quel droit m'appelles-tu papa ?» Sa question a stupéfié Jennifer. Le faux sourire s'est figé sur ses lèvres. « Papa, de quoi parles-tu ? » Je suis la femme d'Alexandre. » Sa femme? Georges a laissé échapper un rire amer et glacial. Son épouse légitime, la mère de mon petit-fils, se tient juste ici. Tu n'es rien d'autre qu'une briseuse de ménage, une tierce personne qui a détruit une famille. Tu n'as aucun droit d'être ici. Puis il s'est tourné vers moi. Son regard s'est adouci. Il a pris ma main et l'a levée pour que tout le monde puisse la voir. Voici ma belle-fille. La seule épouse que la famille Fournier reconnaîtra jamais. Le revirement soudain de Georges a choqué toutes les personnes présentes. Le visage de Jennifer est passé du rouge au blanc. Elle était sans voix. Elle n'aurait jamais pensé que son futur beau-père, qu'elle avait tant essayé de séduire, la démasquerait si brutalement en public. Juste à ce moment, les portes des urgences se sont ouvertes. Un médecin plus âgé est sorti. Son visage était fatigué. « Qui est le parent du patient Alexandre Fournier ? » Georges et moi nous sommes avancés. « C'est nous, comment va notre fils, docteur ?» Le médecin nous a regardés, a secoué la tête et a soupiré. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le patient a subi un grave traumatisme crânien lors de la collision. Il est stable maintenant et nous avons sauvé sa vie, mais... Il a hésité, comme s'il cherchait les mots les moins douloureux. Les lésions cérébrales sont étendues. Il est très probable qu'il ne se réveille jamais. Il vivra dans un état végétatif. État végétatif. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Bien que l'amour soit parti, entendre que l'homme avec qui j'avais partagé ma vie passerait le reste de ses jours comme un corps sans réaction m'a quand même rempli de douleur. Mais celle qui s'est complètement effondrée, c'était Jennifer. « Non, c'est impossible !» a-t-elle hurlé. Sa voix était aiguë, folle. « Alexandre ne peut pas être dans cet état. Il m'a promis de m'épouser, de me donner une vie de luxe. Vous mentez tous !» Elle s'est précipitée en avant, essayant d'entrer de force dans les urgences, mais les agents de sécurité l'ont retenue. La cupidité et le désespoir l'avaient transformée en une bête sauvage enragée. « Lâchez-moi, Alexandre. Mon argent, ma villa, mes voitures ?» criait-elle et se débattait-elle. Ses paroles délirantes ont involontairement tout révélé.
La foule comprenait maintenant. Il la regardait avec mépris. Elle n'était pas là parce qu'elle s'inquiétait pour la vie d'Alexandre. Elle s'inquiétait pour la fortune qu'il lui avait promise. Georges a fait un signe aux gardes. Emmenez-la. Ne laissez pas sa souillure polluer cet endroit. Jennifer a été traînée par 2 gardes robustes, tout en continuant à hurler des malédictions. Sa silhouette rouge voyante a disparu au bout du couloir, laissant derrière elle un silence lourd et une tragédie dont le rideau venait à peine de tomber. Je suis restée là à regarder, ne ressentant aucune satisfaction, seulement une profonde mélancolie. La cupidité humaine est une chose effrayante. Elle peut transformer une jeune et belle femme en un monstre, prêt à piétiner la vie et la morale. Éléonore, ma belle-mère, est arrivée à l'hôpital peu de temps après, probablement prévenue par quelqu'un. Dès qu'elle nous a vus, Georges et moi, devant les urgences, elle s'est précipitée, non pas pour s'enquérir de son fils, mais pour me pointer directement au visage et crier « C'est toi, maudite sorcière. C'est toi qui as ruiné mon fils. Depuis le jour où tu as mis les pieds dans notre maison, ma famille n'a pas connu un seul jour de paix. Maintenant tu lui as fait ça. Es-tu satisfaite ?» Ces paroles empoisonnées ont résonné dans le couloir. Georges n'a plus pu se contenir. Il a rugi. « Tais-toi! As-tu la moindre idée de ce que ton cher fils vient de faire ?» Il a enfermé sa femme et son fils fiévreux dans la cave pour s'amuser avec sa maîtresse. Son accident est entièrement de sa faute. Jess le karma. Éléonore a été choquée par la fureur de son mari, mais elle a rapidement riposté. « Tu la défends ? Tu défends toujours cette bonne à rien. Quel sortilège t'a-t-elle jeté ?» Georges tremblait de rage. Il a levé la main pour frapper sa femme. Je suis rapidement intervenue. « Papa, s'il vous plaît, arrêtez. C'est un hôpital. » Je savais qu'une nouvelle guerre venait de commencer au sein de ma famille. Une guerre entre la vérité et l'humanité, et l'égoïsme aveugle et cruel. Et moi, l'ancienne victime, j'étais prise au milieu. Dans les jours qui ont suivi, l'hôpital est devenu ma deuxième maison. Ma vie s'est divisée en 2. Je passais la moitié de mon temps au service de pédiatrie avec Léo, et l'autre moitié à courir à l'unité de soins intensifs pour voir Alexandre. La fièvre de Léo avait complètement disparu, et il était redevenu le petit garçon souriant et bavard. Mais le traumatisme de la nuit semblait encore le hanter. Parfois, il se réveillait en sursaut de son sommeil, appelant son père avec effroi. Chaque fois, mon cœur se brisait. Je ne pouvais que le serrer fort contre moi et lui murmurer des paroles réconfortantes, sachant que la blessure infligée à sa jeune âme mettrait beaucoup de temps à guérir. Quant à Alexandre, il gisait là, immobile et sans réaction. Les machines modernes autour de lui émettaient des bips à un rythme constant et froid. La seule preuve qu'il était encore de ce monde. Les médecins disaient que son état ne montrait aucune amélioration. Il était vraiment dans un état végétatif, l'ombre de ce qu'il avait été. Je suis allée lui rendre visite, non par amour ou par devoir. L'amour était mort. Le devoir s'était évaporé après ce qu'il avait fait. Je suis peu, être allée par une dernière parcelle de décence humaine, car après tout, il était le père de mon fils. Je suis restée là, à regarder l'homme qui avait autrefois été mon monde entier, et je n'ai rien ressenti, ni amour, ni haine, juste un vide douloureux et aliénant. Après sa scène à l'hôpital, Éléonore n'a plus osé élever la voix contre moi. La vérité crue sur son cher fils, associée à la position ferme de Georges, semblait l'avoir intimidée. Mais je savais que ce n'était qu'un silence temporaire. Un volcan de ressentiment attendait d'entrer en éruption chez cette femme. Elle rendait souvent visite à Alexandre, mais choisissait toujours des moments où je n'étais pas là. Elle allait et venait comme un fantôme. Ses yeux me fixaient toujours comme des poignards. Ma vie se déroulait dans un état de fatigue et de stagnation. Jusqu'à un après-midi, alors que j'épluchais une pomme pour Léo, Georges est entré dans la chambre. Il avait l'air beaucoup plus vieux, mais ses yeux étaient fermes. Il s'est assis et m'a regardé longtemps avant de parler. Sa voix était profonde et claire. « Sophie, tu ne peux pas vivre comme ça éternellement. » J'ai levé les yeux, ne comprenant pas. Léo va bien maintenant, et Alexandre ne se réveillera probablement jamais. Tu as tout ton avenir devant toi. Tu ne peux pas enterrer ta jeunesse dans cet hôpital, dans l'ombre d'un homme qui n'est plus lui-même. « Mais que dois-je faire, papa ?» ai-je demandé. Ma voix était pleine de confusion. « Je ne sais pas où aller. »« Rentre à la maison, » a répondu simplement Georges, « et commence à apprendre comment être la maîtresse de ta propre vie. Je t'ai dit que dorénavant, c'est toi qui prends les décisions. Je veux que tu y retournes non pas comme une soumise, mais comme le chef de la famille. » Ces paroles m'ont coupé le souffle. Moi, une femme qui ne connaissait que la cuisine et son fils. Comment pourrais-je gérer tout un patrimoine, une grande entreprise?
Je ne peux pas le faire, papa. Je ne connais rien aux affaires. George a souri. C'était une vision rare sur son visage buriné par le temps. Personne ne naît en sachant tout. Si tu ne sais pas, tu apprends. Quand j'ai commencé, je n'étais qu'un mécanicien automobile, je n'avais rien. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais, mais si tu as le courage de le faire. Il m'a regardé profondément dans les yeux. Son regard a insufflé en moi une force invisible. Sophie, tu es intelligente, patiente, et surtout, tu as un bon cœur. Ce sont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des choses qu'Alexandre et sa mère n'auront jamais. Je crois en toi, fais-le pour toi et pour l'avenir de Léo. Ce jour-là, j'ai quitté l'hôpital avec mon fils et nous sommes retournés à la villa, que je pensais ne plus jamais vouloir revoir. Mais cette fois, mon état d'esprit était complètement différent. Je n'étais plus une ombre, une invitée dans ma propre maison. Je suis revenue comme quelqu'un qui allait bientôt apprendre à se battre pour ce qui lui appartenait. En franchissant le seuil familier, j'ai vu Éléonore, trônant sur le canapé, les bras croisés. Ses yeux perçants nous scrutaient, mon fils et moi. Alors, tu es revenu. Je pensais que tu étais parti pour de bon. Je n'ai rien dit, j'ai simplement emmené Léo en passant devant elle. Arrête-toi, a-t-elle aboyé. Qui t'a donné la permission de partir sans mon consentement? Me considères-tu encore comme ta belle-mère? Je me suis arrêtée et me suis retournée lentement pour lui faire face, la regardant droit dans les yeux. Mon regard ne contenait plus la peur et la soumission d'avant, mais un calme presque froid. Maman, je suis rentrée à la maison. J'ai emmené mon fils dans sa chambre. Je ne pense pas avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour ça. Mon attitude a stupéfié Éléonore. Elle ne m'avait probablement jamais vu lui répondre ainsi. Tu, a-t-elle bégayé, sans voix de rage. Juste à ce moment, Georges est descendu de l'étage. Tu veux encore chercher des ennuis? A-t-il grondé. Sophie vient de ramener notre petit-fils de l'hôpital. Si tu ne peux pas dire un seul mot gentil, au moins n'essaie pas de te disputer. Éléonore a bondi. Regarde-la, Georges, elle ne respecte plus personne. Elle pense probablement qu'avec Alexandre dans cet état, elle peut prendre le contrôle et mettre la main sur toute la fortune familiale. N'est-ce pas? Oui, a répondu Georges. Sa voix était ferme. À partir de maintenant, toutes les décisions importantes concernant les biens de la famille, l'entreprise, seront prises uniquement par Sophie. C'est ma décision. As-tu un problème avec ça? La mâchoire d'Éléonore est tombée. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Ses plans pour contrôler les finances, pour faire venir un neveu éloigné comme nouvel héritier, tout s'est effondré. Elle m'a regardé avec une haine pure. Très bien. Très bien. Vous deux. Très bien, a-t-elle sifflé. Puis elle s'est précipitée dans sa chambre. Je savais qu'à partir de ce moment, la guerre dans ma famille avait vraiment commencé, mais je n'avais plus peur. J'avais mon beau-père à mes côtés. Et surtout, j'avais une raison de me battre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à découvrir un monde totalement étranger. Georges est devenu mon mentor. Il m'a emmené à l'entreprise, m'a présenté aux principaux dirigeants, m'a appris à lire les états financiers, à analyser le marché et à négocier avec les partenaires. Au début, j'étais complètement perdue. Tout était nouveau et compliqué, mais avec persévérance et des efforts acharnés, j'ai progressivement compris. Je restais éveillée jusqu'à 2 heures du matin à étudier des documents. J'étais la première à arriver et la dernière à partir. Je participais à chaque réunion. Ma transformation a surpris tout le monde dans l'entreprise. Des directeurs les plus exigeants aux simples employés, et lentement, ils ont commencé à me respecter. En fouillant dans les affaires de l'entreprise, j'ai découvert de nombreuses irrégularités, des dépenses inexplicables, des contrats passés à des prix ridiculement élevés avec des sociétés écrans, des projets au budget mystérieusement gonflés, tous portant la signature d'Alexandre. Il semblait qu'il n'était pas seulement un mari coureur de jupons, mais aussi quelqu'un qui avait utilisé sa position pendant des années pour détourner de l'argent de l'entreprise. Une intuition me disait que Jennifer n'était pas la seule autre femme dans sa vie, et que ce funeste voyage à Saint-Tropez était probablement plus qu'une simple escapade romantique. Plus je plongeais dans les documents de l'entreprise, plus un frisson me parcourait l'échine. Le monde des affaires qu'Alexandre et sa famille avaient construit n'était pas aussi glamour ou transparent qu'il y paraissait. C'était un enchevêtrement de relations troubles, de chiffres habilement falsifiés et de sommes d'argent colossales qui s'étaient volatilisées. Chaque signature d'Alexandre sur ces documents semblait être une moquerie de ma naïveté pendant des années. Je le croyais un mari brillant, dévoué à sa carrière. Il s'est avéré qu'il utilisait son esprit brillant pour siphonner la sueur et les efforts de son propre père. Georges, après m'avoir passé les rênes, semblait s'être débarrassé d'un lourd fardeau.
Il n'intervenait pas directement, servant uniquement de conseiller patient et de mentor. Chaque soir, après que Léo soit couché, nous nous asseyions dans le bureau, entourés de hautes piles de dossiers. Il me montrait comment repérer un contrat désavantageux, comment suivre les flux de trésorerie, comment voir à travers les mensonges que les chiffres peuvent raconter. Dans les affaires, tu ne peux faire entièrement confiance à personne, même pas aux personnes les plus proches, disait-il, le regard perdu dans le lointain. La cupidité peut transformer un ami en ennemi, un être cher en étranger. Ces paroles étaient le résumé amer de la tragédie de sa propre famille. J'ai décidé de commencer par les dépenses les plus importantes et les plus inhabituelles. Mes yeux se sont arrêtés sur une série de virements mensuels réguliers à une entreprise au nom très élégant, Jennifer Design. Chaque virement s'élevait à plusieurs dizaines de milliers d'euros, étiquetés comme des honoraires de conseil pour des projets. Mais ce qui était étrange, c'est que cette entreprise ne figurait jamais sur notre liste de partenaires officiels. J'ai demandé à Georges, mais il a secoué la tête. Il n'avait jamais entendu ce nom. Une société de conseil fantôme. Où était-ce le canal d'Alexandre pour blanchir de l'argent? J'ai décidé d'en savoir plus. Je me suis tournée vers David, un jeune et intelligent directeur des ventes, farouchement loyal à Georges. Il était l'un des rares dans l'entreprise à ne pas appartenir au camp d'Éléonore ou d'Alexandre. Après que je lui ai expliqué la situation, David a accepté sans hésiter. « Ne vous inquiétez pas, Sophie, laissez-moi faire. » Je soupçonnais depuis longtemps que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler. Seulement 2 jours plus tard, David m'a apporté un dossier. Les informations qu'il contenait étaient stupéfiantes. Jennifer Design était une entreprise existante, mais ce n'était pas une société de conseil en architecture. C'était une entreprise de design d'intérieur de luxe et de mobilier. Et le représentant légal, le propriétaire, n'était autre que Jennifer. Une terreur froide m'a envahi. C'était donc ça. Sous le prétexte de frais de conseil, Alexandre avait légitimé le transfert de l'argent de l'entreprise à sa maîtresse. Il ne lui donnait pas seulement de l'argent de poche, il finançait une entreprise entière. Son amour pour elle était clairement plus qu'une passion passagère. Mais ce n'était pas tout. David avait trouvé quelque chose d'encore plus accablant. « Sophie, regarde ça !» a-t-il dit, pointant une adresse sur l'extrait Kibis de Jennifer Design. « Cette adresse te dit quelque chose ?» J'ai plissé les yeux. C'était l'adresse d'un appartement de luxe dans un nouveau complexe près de la Seine. Je me suis figée. C'était le même appartement qu'Alexandre m'avait dit avoir acheté comme investissement pour notre avenir, pour le louer. Il s'est avéré que l'avenir dont il parlait était son avenir avec Jennifer. Leur nid d'amour avait été construit juste sous mon nez avec l'argent de ma famille. La rage et la douleur de la trahison m'ont de nouveau submergée. Je pensais être devenue insensible, ne plus avoir de sentiments, mais cette blessure était encore trop profonde. J'avais visité cet appartement une fois. Alexandre avait prétendu m'emmener voir un appartement témoin. Je me souvenais encore du sentiment d'émerveillement que son luxe moderne avait suscité en moi. Je me souvenais encore comment il m'avait murmuré à l'oreille. « Un jour, je t'achèterai une maison encore plus belle pour toi et Léo. » Tout cela n'était qu'un mensonge, une performance parfaite. Sophie, j'ai aussi trouvé ça. La voix de David m'a ramenée à la réalité. Il m'a tendu une clé USB. C'est un enregistrement de la caméra de sécurité du couloir de l'immeuble. Il a fallu beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Ma main tremblait alors que j'insérais la clé USB dans mon ordinateur. Une vidéo est apparue. Les images avaient été prises l'après-midi où Alexandre avait eu son accident. Sur la vidéo, Alexandre et Jennifer sortaient de l'ascenseur, se tenant la main, riant et discutant. Alexandre portait la même valise que je lui avais préparée. Ils n'allaient pas à Saint-Tropez. Leur destination était cet appartement. C'est là qu'ils comptaient commencer leur escapade romantique. J'ai avancé rapidement. Environ 2 heures plus tard, Alexandre est parti seul. Il semblait pressé, parlant au téléphone avec quelqu'un, son expression tendue. Il est monté dans la voiture et est parti à toute vitesse. C'est à ce moment-là qu'il a dû recevoir un appel professionnel urgent, se précipitant sur l'autoroute et provoquant son accident fatal. Donc, le voyage à Saint-Tropez n'était qu'un mensonge pour me tromper. Son vrai paradis était beaucoup plus proche. Vous voyez, auditeurs, parfois la vérité est plus brutale et cruelle que ce que nous pouvons imaginer. Une épouse dévouée, qui s'est consacrée à sa famille, a été si effrontément trompée par le mari qu'elle aimait. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous ressentez de l'indignation face à la trahison et de la compassion pour l'épouse, veuillez partager cette vidéo. Faisons de cette histoire un avertissement pour les femmes qui nous entourent, afin qu'elles puissent reconnaître et se protéger des menteurs, et pour donner à Sophie plus de force dans son combat pour la vérité qu'elle mérite tant. J'ai fermé l'ordinateur portable, la tête me tournait.
Cette preuve était plus que suffisante pour démasquer Alexandre et Jennifer. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Quelqu'un capable d'organiser une tromperie aussi complexe pendant des années, ses crimes ne se limitaient certainement pas au détournement de fonds et à l'adultère. J'avais la forte intuition que l'accident d'Alexandre n'était être pas du tout un accident, et que les secrets derrière les projets qu'il gérait étaient beaucoup plus sinistres. Avec des preuves irréfutables en main, j'aurais pu tout révéler immédiatement, ruinant la réputation de Jennifer et laissant Éléonore perdre la face, mais je ne l'ai pas fait. Une attaque surprise aurait pu apporter une satisfaction temporaire, mais elle n'aurait pas résolu le problème à la racine. De plus, mes intuitions sur les autres sombres secrets d'Alexandre m'ont incité à agir plus prudemment. Je devais le démasquer couche par couche, avec prudence et assurance, jusqu'à ce que le noyau pourri soit complètement exposé à la lumière. J'ai décidé de ne pas les démasquer immédiatement, mais de commencer par leur couper les vivres. Mon plan a commencé un lundi matin radieux. Je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai choisi un tailleur bleu marine et me suis maquillée légèrement mais de manière décisive. Je me suis regardée dans le miroir, je n'étais plus la Sophie faible et soumise d'hier. Mes yeux avaient maintenant une détermination d'acier et une pointe de froideur. Aujourd'hui, je faisais mon premier pas. Je suis allée au bureau et j'ai convoqué une réunion extraordinaire avec le service comptable et David. À la surprise de tous, j'ai donné l'ordre. À compter d'aujourd'hui, j'ordonne la révision et la suspension temporaire de tous les paiements des contrats de conseil avec Jennifer Design. De plus, bloquer toutes les cartes de crédit d'entreprise supplémentaires émises à des non-employés. La directrice de la comptabilité, une femme d'âge mûr considérée comme la fidèle d'Éléonore, a immédiatement protesté. « Madame Fournier, nous ne pouvons pas faire ça. Les contrats avec Jennifer Design ont été personnellement approuvés par le PDG, M. Alexandre Fournier, et nous les payons régulièrement depuis 2 ans. Quant aux cartes supplémentaires, l'une d'entre elles appartient à l'épouse du président, Madame Éléonore Fournier. Si nous la bloquons sans autorisation, quand elle la prendra. » Je l'ai interrompue. Ma voix était calme, mais assez forte pour faire taire la salle. « Qu'avez-vous dit à propos de l'épouse du président ? À ma connaissance, le président actuel du conseil d'administration est M. Georges Fournier. Ma belle-mère, Madame Éléonore Fournier, n'occupe aucune fonction officielle dans cette entreprise. Alors, sur quelle base utilise-t-elle une carte de crédit d'entreprise avec un plafond illimité ? » La directrice de la comptabilité est restée sans voix, le visage blême. Quant à Jennifer Design, et je continuai, mon regard perçant balayant tout le monde. Je soupçonne cette entreprise d'être une société écran pour le blanchiment d'argent. J'ai déjà demandé à notre service juridique d'enquêter. En attendant d'avoir des résultats définitifs, toutes les transactions doivent être arrêtées. C'est mon ordre. En tant que dirigeante par intérim de cette entreprise, avec la pleine autorisation du président, M. Georges Fournier, quelqu'un a-t-il une objection ? Le silence était total dans la salle de réunion. Le pouvoir que Georges m'avait donné agissait maintenant avec toute sa force. Personne n'a osé discuter. Comme prévu, la tempête n'a éclaté que quelques heures plus tard. La première personne à appeler a été Éléonore. Elle était dans un grand magasin de luxe et sa carte de crédit familière avait été refusée. « Qu'as-tu fait à ma carte ?» a-t-elle hurlé au téléphone. Sa voix était pleine de fureur. « Osais-tu bloquer ma carte ? Sais-tu qui je suis ?» ai-je répondu calmement. Ma voix était égale. « Maman, je ne fais que suivre le règlement de l'entreprise. Les cartes de crédit d'entreprise sont pour les employés pour les dépenses liées au travail. Vous n'êtes pas une employée, j'ai donc été obligée de la révoquer. Oses-tu me faire la morale ? Cette entreprise appartient à ma famille. Je dépense ce que je veux. Maman, l'entreprise est une entité juridique indépendante. Ce n'est la propriété privée de personne. À partir de maintenant, pour toutes vos dépenses personnelles, veuillez utiliser votre propre argent. » ai-je dit. Puis j'ai raccroché, ne lui laissant aucune chance de m'insulter davantage. Je pouvais imaginer son visage. Il devait être sur le point d'exploser de rage. Sa vie de luxe et de shopping effréné venait de prendre fin brutalement. La personne suivante à me chercher a été Jennifer. Elle n'a pas appelé. Elle est venue directement au bureau. Elle était toujours habillée à la mode, mais son visage manquait de son assurance arrogante habituelle. Elle a été arrêtée à la réception. Je l'ai observée depuis mon bureau sur le moniteur de sécurité. Elle essayait de jouer le rôle de la victime, disant à la réceptionniste qu'elle avait quelque chose d'urgent à discuter avec moi. Je l'ai laissée monter. En entrant dans mon bureau, Jennifer a regardé autour d'elle avec des yeux envieux. « Sophie » a-t-elle commencé. Sa voix était douceâtre. « J'ai entendu dire que notre entreprise suspend le contrat avec la mienne. Il doit y avoir un malentendu.
Notre contrat est toujours valide. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil, faisant tourner un stylo. Il n'y a aucun malentendu. Mademoiselle Walker, notre entreprise révise simplement l'efficacité de nos partenaires, et nous avons remarqué qu'en dehors de recevoir des paiements mensuels réguliers, votre entreprise ne semble fournir aucune valeur de conseil réelle. L'expression de Jennifer a changé. Que voulez-vous dire par là? Le contrat a été signé par Alexandre lui-même. Il sait mieux que quiconque la valeur que nous représentons. Oh, vraiment? J'ai souri faiblement. Alors, auriez-vous l'amabilité de me montrer quelques rapports de travail, des procès-verbaux de réception ou tout autre produit de conseil que votre entreprise nous a fourni au cours des 2 dernières années? Jennifer est restée sans voix. Bien sûr, elle n'avait rien de tout cela. C'étaient tous des contrats fictifs. Vous me mettez délibérément des bâtons dans les roues. Si Alexandre apprend ça, il ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Elle a eu recours à la menace. Je me suis levée, je me suis approchée d'elle, et je lui ai chuchoté à l'oreille, assez fort pour que nous soyons les seuls à entendre. Alexandre? Pensez-vous qu'il puisse faire quelque chose contre moi maintenant? Peu. Devriez-vous vous inquiéter pour vous-même d'abord? Pensez-vous que je ne sais pas d'où vient l'argent pour votre appartement près de la Seine, ou qui a payé cette voiture de sport que vous conduisez? Mademoiselle Walker, rappelez-vous que ce qui ne vous appartient pas, vous devrez finalement le rendre, parfois avec des intérêts. Tout le corps de Jennifer a tremblé. Son visage était blanc comme un lin dré. Elle m'a regardé avec un mélange de peur et de haine. Elle ne s'attendait jamais à ce que je sache tout. Dehors, ai-je dit, ma voix glaciale. Avant que j'appelle la sécurité, Jennifer a reculé, n'osant pas dire un mot, et s'est enfuie comme si elle avait vu un fantôme. Mon premier pas a été un succès retentissant. J'avais coupé les vivres à 200 sous qui suçaient l'entreprise, mais je savais que ce n'était que le début. Lorsqu'ils sont acculés, les animaux sauvages deviennent les plus dangereux. Et j'avais le sentiment qu'Éléonore et Jennifer ne resteraient pas longtemps à terre. La vraie bataille ne faisait que commencer. Comme je le soupçonnais, le silence d'Éléonore et de Jennifer n'était que le calme avant la tempête. Privées de leurs ressources financières et de leur style de vie luxueux, ces 2 femmes n'avaient plus rien à perdre. Et quand les gens n'ont rien à perdre, ils sont capables des choses les plus folles. Leur contre-attaque ne visait pas l'entreprise ou ses actifs, elle visait directement la seule chose qui comptait pour moi, et qui était ma plus grande faiblesse à ce moment-là, ma réputation. Elle voulait me détruire, faire de moi une méchante aux yeux de tous, pour que je ne puisse plus jamais lever la tête et riposter. La tempête a commencé par des chuchotements, des rumeurs délibérément répandues. D'abord au sein de l'entreprise, les gens ont commencé à murmurer dans mon dos que j'étais une femme inhumaine, qui, pendant que son mari gisait impuissant, complotait avec son beau-père pour prendre le pouvoir. Que j'étais un serpent qu'ils avaient nourri dans leur maison pendant des années, pour qu'ils se retournent et les mordent. Je savais que ces rumeurs étaient répandues par la directrice de la comptabilité, la lèche-botte d'Éléonore. Je les ai ignorées. Je me suis concentrée sur mon travail, croyant que mes actions seraient la meilleure réponse. Mais j'ai sous-estimé leur méchanceté. Lorsque les ragots de bureau n'ont pas suffi à me briser, elles ont décidé de porter l'histoire au grand public, la transformant en mélodrame pour gagner la sympathie des gens. Un matin, en arrivant au bureau, David a couru vers moi, le visage pâle. « Sophie, il y a un problème, tu dois voir ça. » Il a posé un magazine à scandale sur mon bureau. En première page, un titre à sensation. La tragédie du milliardaire. La liaison perverse de sa belle-fille et son plan pour s'emparer de la fortune pendant que son mari est mourant. En dessous, un long article larmoyant. Il racontait une histoire complètement inventée. Il prétendait qu'Alexandre et moi étions un couple heureux jusqu'à ce que je commence une liaison avec un autre homme, insinuant fortement qu'il s'agissait de David. Quand Alexandre l'a découvert, il était si anéanti qu'il a conduit imprudemment et a provoqué l'accident. L'article continuait en m'accusant de ne même pas avoir rendu visite à mon mari à l'hôpital. Au lieu de cela, je complotais avec mon beau-père pour prendre le contrôle de l'entreprise. Et j'avais jeté ma belle-mère hors de la maison, lui coupant tout soutien financier. L'article était accompagné de photos délibérément choisies. Une photo de moi et David travaillant tard au bureau, avec la légende. La rencontre secrète des amants dans le dos du mari malheureux. Une photo d'Éléonore pleurant devant le portail de la villa le jour où elle a fait une scène, avec la légende. Une mère âgée jetée à la rue par sa belle-fille cruelle. Et, le plus dégoûtant, une photo prise en secret d'Alexandre sur son lit d'hôpital, avec la légende. Le mari au destin tragique, abandonné à son heure de besoin, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'en croyais pas qu'elle puisse être aussi ignoble. Non seulement elle déformait la vérité,
mais elles utilisaient sans vergogne l'image tragique de leur propre fils et mari pour me salir. « Sophie! Cette nouvelle se répand comme une traînée de poudre, » a dit David, inquiet, sur les réseaux sociaux. « Les gens la partagent partout, tous les sites de ragots parlent de vous. Il vous appelle. » Il a hésité. « Comment m'appelle-t-il ? Dis-le. » Il vous appelle l'épouse vipère en colère. La chercheuse d'or la plus cruelle de l'année. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration pour contrôler ma colère grandissante. Je savais que c'était une attaque médiatique soigneusement calculée. Elle voulait utiliser la pression de l'opinion publique pour me détruire. Mon téléphone sonnait sans arrêt. Des partenaires commerciaux, des investisseurs, même de vieux amis, tous appelaient pour me poser des questions sur l'histoire. La boîte mail de l'entreprise était inondée de courriels haineux. Les actions de l'entreprise, qui commençaient à peine à se redresser, ont recommencé à chuter. « Sophie, que faisons-nous maintenant ? Devrions-nous tenir une conférence de presse pour clarifier les choses ?» a demandé David, pressé. J'ai secoué la tête. Non, plus nous nierons, plus ils penseront que nous cachons quelque chose. Plus nous ferons de scènes, plus nous tomberons dans leur piège. Elles veulent que nous soyons dans le chaos et que nous perdions notre concentration. Alors, nous allons juste les laisser nous diffamer comme ça ? Bien sûr que non. J'ai ouvert les yeux. Mon regard était froid et déterminé. Elles veulent jouer à ce jeu. Je jouerai avec elles, mais pas selon leurs règles. David, tu dois découvrir quel journaliste a écrit cet article et quel journal l'a publié en premier. Je veux savoir qui les finance. Je savais que la meilleure façon d'éteindre un incendie n'est pas de verser de l'eau sur les flammes, mais de trouver la source d'oxygène et de la couper. Éléonore et Jennifer n'étaient que des marionnettes. Il devait y avoir un marionnettiste plus intelligent et malveillant qui tirait les ficelles en coulisses. Quelqu'un qui savait comment manipuler les médias et l'opinion publique. Jennifer avait des relations dans le monde du divertissement. Avait-elle recruté une force puissante ? Ce n'était plus seulement une querelle de famille. C'était devenu une guerre sur le front médiatique, une guerre où la moindre erreur pouvait me coûter tout, mais je n'avais pas peur. Elle m'avait sous-estimée. Elle pensait qu'une femme habituée uniquement à la cuisine s'effondrerait facilement sous l'examen public. Elle ne savait pas que même un verre se retourne, et qu'une femme acculée, protégeant son honneur et son fils, est plus redoutable que n'importe quelle tempête. La tempête médiatique a été plus violente que je ne l'imaginais. Mon nom a été traîné dans la boue partout, des tabloïds au forum des réseaux sociaux. Des mèmes malveillants ont été créés à partir de mes photos. Les gens inventaient toutes sortes d'histoires sur mon passé, transformant mon récit d'orpheline sympathique en celui d'une chercheuse d'or intrigante et manipulatrice. La pression de l'opinion publique était une arme invisible mais dévastatrice. Les employés de l'entreprise ont commencé à me regarder différemment, avec suspicion et distance. Certains partenaires ont commencé à hésiter, retardant la signature de nouveaux contrats. Le navire que j'essayais de redresser risquait à nouveau de sombrer. Mais celle qui a le plus souffert, ce n'était pas moi. Un après-midi, je suis allée chercher Léo à l'école. Il n'a pas couru pour me serrer dans ses bras comme d'habitude. Il est sorti lentement, la tête baissée, les yeux rouges et gonflés. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelqu'un t'a fait du mal ?» Je me suis agenouillée, inquiète. Il n'a pas répondu, il a juste secoué la tête et enfoui son visage dans ma poitrine, en sanglotant. Je l'ai serré fort, le cœur serré. Je savais pourquoi il pleurait. Ces rumeurs malveillantes ne me visaient pas seulement, elles étaient des poignards qui transperçaient l'âme innocente de mon fils. Ce soir-là, j'ai appelé Georges et je lui ai tout raconté. Sa voix à l'autre bout du fil était sombre, pleine de colère, mais aussi calme. Je sais, l'avocat de l'entreprise me l'a signalé ce matin. Ne t'inquiète pas, Sophie, ce ne sont que les sales tours de Jeanville. Toi, concentre-toi sur ton travail. Laisse-moi m'occuper de tout à l'extérieur. Mais papa, Léo, ma voix s'est brisée. Je comprends. Amène-le chez moi pour quelques jours. Ici, des gens s'occuperont de lui. Personne ne le dérangera. Quant à toi, tu dois être encore plus forte. Il est temps de montrer ta force. Ces paroles ont été comme un calmant. Elles m'ont aidé à retrouver mon calme. Il avait raison. Je ne pouvais pas abandonner. Je ne me battais pas seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. Pendant que je me retirais temporairement de la tempête, David travaillait efficacement. Il a trouvé la personne derrière le premier article, un journaliste indépendant nommé Richard Cardos, connu pour ses méthodes peu scrupuleuses et pour vendre sa plume au plus offrant. Et la personne qui avait donné les informations, les photos et une grosse somme d'argent à Richard n'était autre que Jennifer. Elle avait utilisé ses relations dans le monde du divertissement pour lancer cette attaque,
Mais un détail a attiré mon attention. Selon le rapport de David, d'après ses sources, la somme d'argent que Jennifer avait payée à Richard et au réseau médiatique dépassait de loin ses capacités financières actuelles. D'où venait cet argent? J'avais coupé l'argent d'Éléonore, et le contrat de Jennifer était suspendu. Il devait y avoir une tierce partie, un mystérieux bienfaiteur qui tirait les ficelles. La pensée m'a fait frissonner. Ce combat était plus compliqué que je ne le pensais. Mais qui que ce soit, mon objectif immédiat était d'éteindre cet incendie. Et la seule façon de le faire était que les pyromanes éteignent eux-mêmes les flammes. J'ai décidé de ne pas tenir de conférences de presse ou de querelles publiques. Je construirais ma propre scène et les inviterais tous à jouer leur dernier acte. J'ai parlé de mon plan à Georges. Au début, il a hésité, car c'était risqué. Mais après que je lui ai expliqué mes arguments, je l'ai convaincu. Très bien. Fais comme tu le juges bon. J'organiserai tout. Mon plan était simple. J'ai organisé une réunion de famille élargie sous le prétexte de la réconciliation et de la recherche d'un terrain d'entente concernant l'avenir de Léo. Parmi les invités, il n'y avait pas seulement Éléonore et Jennifer, mais aussi les membres les plus âgés et les plus respectés de la famille Fournier. J'ai délibérément fait fuiter des informations sur cette réunion au journaliste Richard Cardos. J'étais sûre qu'il ne manquerait pas une occasion en or d'obtenir une nouvelle exclusive. La scène était prête, le scénario était écrit. Il ne restait plus qu'aux acteurs principaux à tomber dans le piège parfait que j'avais préparé. Chers auditeurs, une grande performance touche à sa fin. Sophie parviendra-t-elle, avec son intelligence et son courage, à renverser la situation et à démasquer le vrai visage de ceux qui lui ont fait du mal? Quels complots et secrets seront révélés lors de cette réunion de famille fatidique? Pour ne manquer aucun détail passionnant, et pour accompagner notre héroïne sur le chemin de la vérité, abonnez-vous maintenant à Écho du passé, car ce qui va suivre vous tiendra certainement en haleine. La réunion a été fixée à un après-midi de week-end dans le domaine de la famille Fournier. Le lieu était symbolique. C'était le siège du pouvoir, le gardien de l'héritage et des principes de la famille, et aujourd'hui, il serait témoin de la chute de ceux qui avaient utilisé cet héritage comme un bouclier pour leurs actes vils. Je suis arrivée tôt avec Georges pour me préparer. Je ne portais pas de tailleur, mais une simple robe en soie blanche, un maquillage minimal. Je voulais avoir l'air d'une belle fille et d'une mère, pas d'une femme d'affaires froide. Éléonore et Jennifer sont arrivées ensemble. Éléonore jouait toujours le rôle de la victime, les yeux rouges, ayant besoin de soutien pour marcher. Jennifer portait une robe noire sobre, ayant l'air respectable, mais elle ne pouvait pas cacher l'éclat triomphant dans ses yeux. Elle pensait probablement que j'avais été forcée de me rendre, de faire appel au jugement de la famille. Les membres plus âgés de la famille sont arrivés un par un. C'étaient tous des personnes âgées et respectables. Dans leurs yeux se mêlaient des regards interrogateurs et de pitié alors qu'ils me regardaient. Je savais que les rumeurs les avaient influencés. Quand tout le monde a été assis, je me suis levée et je me suis inclinée. Oncle, tante, cousin, merci d'être venus. J'ai pris le courage de vous convoquer ici aujourd'hui pour résoudre les malentendus et les conflits qui ont perturbé notre famille. Je sais que ces événements regrettables ont terni l'honneur de notre nom de famille. Et pour cela, je suis sincèrement désolée. Ma voix était sincère et humble. Voyant l'opportunité, Éléonore a commencé son jeu d'actrice. « Sophie, c'est bien que tu reconnaisses tes erreurs, » a-t-elle sangloté. Quelle mère n'aime pas son fils? Quelle femme n'aime pas son mari? Mais avant qu'elle ne puisse terminer, quelques silhouettes inconnues sont apparues à la porte, brandissant des caméras. Le vrai spectacle ne faisait que commencer. L'apparition inattendue de la presse dans le salon formel a rendu l'atmosphère déjà tendue encore plus étouffante. Les aînés ont froncé les sourcils avec désapprobation. Éléonore et Jennifer, quant à elles, ont échangé un regard entendu et triomphant. Elles pensaient que c'était leur renfort, organisé pour me mettre la pression et transformer cette réunion de famille en un procès public où j'étais l'accusée. Georges s'est levé pour que les gardes les fassent partir, mais je lui ai fait un signe de tête discret pour qu'il reste calme. Tout se déroulait selon mon scénario. « Je m'excuse auprès de tout le monde », ai-je dit, feignant un léger malaise. Il semble que quelqu'un ait fait fuiter nos informations sur la réunion, mais puisque nous en sommes là, je pense que c'est peu, être mieux ainsi. Avec la presse comme témoin, tout sera juste et transparent. Je n'ai rien à cacher. En entendant cela, Éléonore et Jennifer semblaient encore plus satisfaites. Elles n'avaient aucune idée que ce groupe de journalistes, y compris Richard, avait été invité par une source secrète que j'avais organisée et que les enveloppes qu'ils avaient reçues étaient beaucoup plus épaisses que tout ce que Jennifer avait payé. Très bien. Si Sophie le dit ainsi,
a pris la parole l'un des aînés les plus respectés. Alors, commençons. Dites-nous ce qui s'est passé. Éléonore ne m'a pas laissé l'occasion de parler en premier. Elle s'est immédiatement levée et s'est lancée dans son monologue larmoyant. Elle a raconté l'histoire parfaitement inventée par les tabloïds. Comment j'avais été infidèle, à quel point elle avait été anéantie en découvrant ma liaison, comment j'avais impitoyablement pris possession de la fortune familiale et l'avais jetée hors de la maison. Elle jouait si bien que j'ai presque cru à son histoire tragique. Les flashs des appareils photo crépitaient sans relâche. Quand elle a terminé, Jennifer a pris la parole en douceur, sans pleurer. Elle s'est présentée comme une spectatrice inquiète qui ne pouvait pas rester les bras croisés face à l'injustice. Mes oncles, Alexandre et moi n'étions que des amis proches, a-t-elle dit. Sa voix était pleine de sincérité. Étant si proche de lui, j'ai été témoin de sa douleur quand Sophie l'a trahi. J'ai souvent essayé de persuader Sophie de changer d'avis, de retourner dans sa famille, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a même dit. Elle a hésité, feignant la réticence, qu'elle ne pouvait pas gâcher sa vie avec un homme qui allait bientôt devenir invalide. La dernière phrase a été un poignard dans mon cœur. Ignoble. Sa cruauté ne connaissait aucune limite. Non seulement elle me calomniait, mais elle décrivait l'homme qu'elle appelait un ami proche avec les mots les plus cruels. Des murmures ont parcouru la pièce. Maintenant, tous les yeux étaient tournés vers moi, pleins de jugements et de reproches. Richard, le journaliste. Leur performance était parfaite. Elles avaient réussi à me peindre comme une méchante impardonnable. J'ai écouté tout cela en silence. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas discuté. Je les ai laissés jouer. Je les ai laissés révéler leur propre visage faux et sale. Quand la pièce a bourdonné de chuchotements, quand je suis devenu le centre de leur condamnation, je me suis lentement levée. « Vous avez terminé » Ma voix était étrangement calme. Mon sang-froid a surpris tout le monde. Ils s'attendaient probablement à un effondrement, à une supplication pour la pitié. Pas à ça. Votre performance était vraiment exceptionnelle, ai-je applaudi légèrement, un geste purement sarcastique. Si je n'étais pas au milieu de tout ça, je vous aurais être cru. Mais malheureusement pour vous, je ne suis pas venue ici aujourd'hui pour regarder une pièce de théâtre. Je suis venue pour en montrer une autre, une pièce intitulée La vérité. En disant cela, j'ai fait un signe à David. Il a connecté son ordinateur portable à un grand écran de projection qui avait été installé plus tôt. Tout d'abord, réexaminons l'amitié étroite entre mademoiselle Walker et mon mari. Les images de sécurité de la résidence près de la Seine ont commencé à défiler. L'image d'Alexandre et Jennifer se tenant la main, s'embrassant intimement, est apparue de manière cristalline. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage de Jennifer est devenu blanc. « Non, c'est une vidéo truquée. »« Truquée » ai-je ri froidement. « Et alors ?» Cette série de virements bancaires du compte d'Alexandre à celui de Jennifer, le titre de propriété de l'appartement et la carte grise d'une voiture de sport, tous au nom de Jennifer, sont apparus à l'écran. Mademoiselle Walker, votre amitié avec mon mari est assez précieuse. Elle vaut un appartement et une voiture de sport. Je me demande si votre amitié a un prix. Jennifer s'est affalée sur sa chaise, complètement vaincue. Maintenant, tous les yeux se sont tournés vers elle avec dégoût. Ensuite, parlons de la souffrance de ma belle-mère. J'ai tourné mon attention vers Éléonore. Vous avez dit que je vous avais cruellement jeté hors de la maison. Je me demande si vous vous souvenez de cette conversation. J'ai lancé un enregistrement audio que j'avais secrètement fait avec mon téléphone. La voix aiguë et amère d'Éléonore a rempli la pièce. Elle pense probablement qu'avec Alexandre dans cet état, elle peut prendre le contrôle et mettre la main sur toute la fortune familiale. N'est-ce pas? Puis la voix ferme de Georges a suivi. À partir de maintenant, toutes les décisions importantes concernant les biens de la famille, l'entreprise, seront prises uniquement par Sophie. L'enregistrement s'est terminé. Maintenant, tout le monde comprenait. Ce n'était pas moi qui l'avais jetée dehors. Elle était partie dans sa fureur parce que son pouvoir et son accès à l'argent de l'entreprise lui avaient été coupés. Puis elle avait inventé l'histoire pour m'accuser. Et enfin, ma voix s'est durcie. Mes yeux se sont fixés sur Éléonore et Jennifer. L'histoire de ma liaison et de mon plan pour m'emparer de la fortune. Voici la véritable vérité. J'ai lancé le dernier enregistrement. C'était une conversation entre David et le journaliste Richard, que David avait secrètement enregistré. Sur l'enregistrement audio, Richard avouait tout. Mademoiselle Walker m'a engagée, m'a donné une somme énorme. C'est elle qui a fourni toutes les informations et les photos, et elle m'a dit d'écrire une histoire choquante. Plus je réussissais à noircir Madame Fournier, mieux c'était. Elle a dit que si elle réussissait à la faire tomber, tout serait à elle, et elle n'oublierait pas ma part. Tous les plans,
toutes les sales combines étaient révélées. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Les visages des aînés étaient violets de rage. Les journalistes étaient en frénésie, leurs caméras pointées directement sur les deux femmes qui étaient maintenant assises, abasourdies. Leurs visages étaient sans couleur. Éléonore et Jennifer avaient été complètement vaincues. Elles avaient creusé leur propre tombe, et je n'avais fait que les y pousser, les enterrant dans la honte et le déshonneur. Leur performance était terminée, mais la mienne, le jugement final, était encore à venir. La réunion de famille s'est terminée dans le chaos et l'humiliation pour Éléonore et Jennifer. Face aux preuves irréfutables, elles n'ont rien pu dire pour leur défense. Les membres plus âgés de la famille, après avoir appris la vérité, étaient furieux. Au nom de toute la famille, ils se sont inclinés pour s'excuser auprès de moi et de Georges pour leur jugement erroné, et ont immédiatement renié Éléonore, la déclarant la honte du nom de famille. Éléonore, la matriarche autrefois puissante, se retrouvait maintenant sans rien, ni argent, ni honneur, ni famille. Elle s'est effondrée sur place et a été emmenée à l'hôpital, évitée de tous. Jennifer a été assaillie par la presse. Elle a essayé frénétiquement de s'échapper, mais il n'y avait aucune issue. Des questions pointues lui ont été posées. « Mademoiselle Walker, avez-vous organisé vous-même la campagne de diffamation contre Madame Fournier? Quelle est votre véritable relation avec le PDG Alexandre Fournier? L'argent pour votre maison et votre voiture a-t-il été obtenu illégalement? Sa façade soigneusement construite s'est brisée en morceaux, sa carrière de mannequin, son image de jeune fille douce et innocente, s'est effondrée en un seul après-midi. Quant au journaliste Richard, dès que l'enregistrement a été rendu public, il a su qu'il était démasqué. Il a tenté de s'enfuir, mais a été arrêté par les agents de sécurité de notre entreprise et remis à la police. Il faisait face à des accusations de diffamation, d'extorsion et de faute professionnelle. Sa carrière était terminée. Le rideau est tombé. Les méchants ont payé le prix. Je pensais que je me sentirais triomphante, joyeuse, mais au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une profonde fatigue. Cette guerre m'avait coûté trop cher. Je voulais juste rentrer chez moi, serrer mon fils dans mes bras et tout oublier. Mais il semblait que le destin n'en avait pas encore fini avec moi. Après la réunion, David et moi sommes retournés au bureau pour terminer le travail. Alors qu'il classait les dossiers liés à l'affaire, David s'est soudain écrié « Sophie, je viens de trouver quelque chose de très étrange. » Il a pointé l'écran de son ordinateur, qui affichait les transactions bancaires de Jennifer. « Regarde. » En dehors des paiements réguliers d'Alexandre, son compte a reçu un énorme virement unique de 2 millions d'euros d'une société inconnue, Apex Holdings. J'ai froncé les sourcils. Apex Holdings. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est l'entreprise de qui? J'ai fait des recherches, a dit David avec une expression sérieuse. C'est une société de promotion immobilière nouvellement créée, avec un capital très important. Mais la partie choquante est son représentant légal, un homme nommé Marc Fournier, un cousin éloigné d'Alexandre, celui qui a été renvoyé de notre entreprise il y a 3 ans pour vol de matériaux de construction. Marc Fournier. Je m'en souvenais vaguement. Un homme à l'apparence rude avec des yeux fuyants, qui avait été renvoyé par Georges lui-même. Comment un tel homme pouvait-il être à la tête d'une grande société de promotion immobilière? J'ai aussi trouvé ça, a dit David, ouvrant un autre fichier. C'était une carte des projets en cours de développement par Apex Holdings. Mon œil a été attiré par un projet nommé Résidence Océane. David, zoom sur l'emplacement du projet. Il a fait ce que je lui demandais. Lorsque la carte a zoomé, mon cœur s'est arrêté. Le projet était situé exactement sur la bande de terrain en bord de mer près de Saint-Tropez, où Alexandre avait prétendu nous emmener en vacances. Tout s'est assemblé avec une clarté effrayante. Le voyage à Saint-Tropez n'était pas seulement une escapade avec sa maîtresse. Marc Fournier, Apex Holdings, le virement de 2 millions d'euros à Jennifer, tout était lié. Et l'accident d'Alexandre s'était produit sur l'autoroute A8, la route principale vers la Côte d'Azur. Était-ce juste une coïncidence? David, je veux que tu enquêtes sur tout ce qui concerne Apex Holdings et ce Marc Fournier. Je veux savoir d'où vient leur argent, s'il y a quelque chose de suspect dans leur projet. Et surtout, découvre où était Marc Fournier et ce qu'il faisait le jour de l'accident d'Alexandre. Ai-je ordonné? La voix ferme. L'intuition d'une femme, l'intuition d'une personne trompée, me disait que derrière la liaison et le détournement de fonds se cachait une vérité bien plus effrayante. Une vérité qui pouvait impliquer la vie et la mort. En attendant les résultats de David, j'ai décidé de rendre visite à Alexandre à l'hôpital. Pas parce que je m'en souciais, mais parce que j'avais besoin de réponses.
Il était le maillon le plus important de toute cette histoire. Il gisait toujours en soins intensifs, sans changement. Je me suis assise près de son lit, regardant en silence l'homme qui avait été mon mari. Son visage était toujours beau, mais maintenant pâle et sans vie. « Alexandre, ai-je dit doucement, m'entends-tu? Combien de secrets caches-tu encore? Que voulais-tu vraiment faire sur la Côte d'Azur ce jour-là? Tu n'y allais pas seulement pour t'amuser avec Jennifer, n'est-ce pas? » Il n'a pas répondu. Seul le bip constant du moniteur cardiaque a répondu. J'ai soupiré, sur le point de partir, quand j'ai soudain vu son doigt tressaillir. C'était un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Mon cœur battait la chamade. J'ai immédiatement appelé un médecin. Le médecin l'a examiné longuement, puis s'est tourné vers moi avec un regard de surprise et de joie. C'est un miracle. Le patient réagit aux stimuli externes. C'est un signe très positif. Il y a une chance qu'il se réveille. Je me suis figée. Alexandre pourrait se réveiller. À ce moment-là, je ne savais pas si je devais considérer cela comme une bonne ou une mauvaise nouvelle. S'il se réveillait, il devrait faire face à la réalité que sa famille était en ruine. Sa mère était une femme brisée, et lui-même était empêtré dans un réseau de secrets mortels. Et surtout, s'il se réveillait, les personnes qui se cachaient dans l'ombre le laisseraient-elles vivre ou feraient-elles tout pour le faire taire à jamais? La nouvelle qu'Alexandre pourrait se réveiller s'est répandue comme un éclair, apportant non seulement de l'espoir, mais aussi un immense danger. Je savais que les sombres personnages en coulisses n'allaient pas rester les bras croisés. Alexandre, l'ancien coupable, était maintenant un témoin clé, une bombe à retardement qui pourrait tout détruire. Georges a immédiatement renforcé la sécurité à l'hôpital. Nos gardes les plus fiables ont été postés devant l'unité de soins intensifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quiconque entrait, y compris les médecins et les infirmières, était soumis à une fouille approfondie. Je faisais une course contre la montre, une course contre les criminels qui tentaient de faire taire leurs derniers témoins. Pendant ce temps, l'enquête de David sur Apex Holdings a donné des résultats choquants. Sophie, je n'en crois pas mes yeux. La voix de David était effrayée au téléphone. Chacun de leurs projets est sale. Ils achètent des terres agricoles à des gens pour une bouchée de pain par l'intimidation. Ensuite, ils utilisent des relations troubles pour reclasser les terrains et les vendre à prix d'or. C'est une organisation criminelle. Et leur financement? Ai-je demandé avec une horreur croissante. C'est la partie la plus effrayante. David a hésité. Les flux de trésorerie d'Apex Holdings sont liés à une opération de blanchiment d'argent international et sont connectés à certains de nos anciens projets, ceux qu'Alexandre gérait. C'était donc clair. Alexandre ne se contentait pas de détourner l'argent de l'entreprise pour entretenir sa maîtresse. Il était un acteur clé dans un réseau criminel bien plus vaste. Il utilisait son pouvoir pour faire de l'entreprise de son père un outil pour une organisation criminelle. Marc Fournier n'était qu'un pion. Le vrai marionnettiste devait être quelqu'un d'incroyablement puissant. David, et l'accident? J'ai vérifié les caméras de l'autoroute et les témoignages. Il semble qu'Alexandre roulait à vive allure et a perdu le contrôle. Mais il y a un détail étrange. Environ 10 minutes avant la collision, la voiture d'Alexandre a été forcée de s'arrêter sur le côté de la route par un camion noir non identifié. Ils se sont arrêtés un instant, puis ont continué. Un témoin a décrit le chauffeur du camion comme un homme avec une grande cicatrice sur le visage. Un camion noir, un homme balafré. Mon instinct me disait que ce n'était pas un accident de la route normale. C'était une purge interne. Être qu'Alexandre en savait trop, ou avait fait quelque chose qui déplaisait à ses supérieurs, et ils avaient tenté de le liquider. Mais pourquoi avait-il survécu? Être était-ce de la chance? Ou être que le destin l'avait forcé à vivre, à faire face à ses péchés et à tout révéler. J'ai transmis toutes ces informations à une équipe spéciale d'enquête de la police, que Georges avait secrètement contactée. C'étaient des gens en qui nous pouvions avoir confiance. Ils ont ouvert une enquête d'envergure. Le filet était jeté, attendant que le gros poisson tombe dedans. Chers auditeurs, notre histoire atteint son apogée la plus excitante. Une organisation criminelle, des plans de meurtre sanglants. Tout cela dépasse notre imagination initiale. Selon vous, qui est le marionnettiste final? Alexandre se réveillera-t-il pour dénoncer les crimes? Et que fera Sophie pour traduire les coupables en justice? Laissez vos commentaires ci-dessous. Chaque opinion, chaque prédiction fait partie de ce voyage à la recherche de la vérité, et qui sait, être que votre pronostic s'avérera correct. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Éléonore, apprenant que son fils pourrait se réveiller, est venue à l'hôpital en pleurant, suppliant de le voir. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Je voulais voir ce qu'elle ferait.
Sous la stricte surveillance de nos gardes, elle a été autorisée à entrer seule dans sa chambre pendant 10 minutes. La police et moi observions chacun de ses mouvements via une caméra cachée. Éléonore est entrée, a vu son fils immobile et s'est effondrée. « Oh, mon fils Alexandre, comment en sommes-nous arrivés là? Si quelque chose t'arrivait, comment pourrais-je continuer à vivre ?» A-t-elle sangloté, mais ensuite ses paroles sont devenues étranges. « Tu as été si stupide, mon fils. Je t'avais dit de ne pas te mêler à eux. Ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Et maintenant, regarde. Te voilà dans cet état. Et cette Sophie est sur le point de retourner le monde. Si tu te réveilles, si tu parles, ils nous tueront tous. Pas seulement toi, mais moi aussi. Toute cette famille. Ils tueront Léo aussi. » Tremblante, elle a sorti de sa poche une petite seringue remplie d'un liquide transparent. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle faisait? Voulait-elle tuer son propre fils pour le faire taire? « Je suis désolée, mon fils, » a-t-elle murmuré. « Je le fais pour ton bien. Une fois que tu seras parti, tout sera fini. Tu seras en paix. » Tremblante, elle a approché l'aiguille de la perfusion d'Alexandre. « Arrêtez !» La porte s'est ouverte en grand. La police et moi avons fait irruption. Éléonore a sursauté. Elle a laissé tomber la seringue. « Quoi? Qu'as-tu fait à ton fils ?» ai-je grondé. Éléonore est restée sans voix. Son visage était blanc comme un linge. « Tu voulais lui injecter du poison pour le faire taire ?» Elle s'est effondrée par terre, pleurant comme une enfant. Je n'avais pas le choix, ils m'ont menacée. Ils ont dit que si Alexandre se réveillait et parlait, il tuerait toute ma famille. Il tuerait Léo. Je n'avais pas le choix. Sa confession était choquante. Il y avait donc des gens encore plus terrifiants qu'elle, des gens qui avaient poussé une mère au point de vouloir tuer son propre fils. Cette organisation criminelle s'était vraiment nichée dans les recoins les plus profonds et les plus sombres de la nature humaine. Sur la base des aveux d'Éléonore et des preuves que nous avions recueillies, la police a lancé une vaste opération. Marc Fournier, le tueur à gages balafré et des dizaines de membres du réseau d'Apex Holdings ont été arrêtés. Mais le vrai marionnettiste, le personnage le plus puissant, était toujours en liberté. Il semblait avoir senti le danger et avait disparu sans laisser de traces. La guerre n'était pas encore terminée. Le raid contre Apex Holdings a secoué les milieux économiques et politiques de la ville. Plusieurs hauts fonctionnaires ont été suspendus pendant la durée de l'enquête. Des projets immobiliers fantômes ont été démasqués et le réseau international de blanchiment d'argent a été démantelé. Il semblait que la vérité, lentement mais sûrement, se frayait un chemin. Mais pour moi, la victoire semblait incomplète. Le marionnettiste final, l'homme qui avait causé la tragédie de ma famille et poussé ma belle-mère au bord du gouffre, était toujours inconnu. Il avait disparu comme un fantôme. Pendant ce temps, un miracle s'est produit. Alexandre, après des semaines de coma, a commencé à se réveiller. Sa convalescence était lente, mais pleine d'espoir. Il pouvait ouvrir les yeux et reconnaître les gens, bien qu'il ne puisse pas encore parler. Je lui rendais visite tous les jours. Non pas comme une épouse, mais comme la personne qui tenait son destin entre ses mains. Je lui ai tout raconté. Je lui ai raconté comment nous avions été enfermés dans la cave, comment sa propre mère avait tenté de le tuer, la chute de la famille Fournier et les crimes qu'il avait lui-même commis. Je ne sais pas combien il a compris. J'ai seulement vu que des larmes coulaient sur son visage à chaque histoire. Étaient-ce des larmes de remords ou d'impuissance? Je ne savais pas, et cela ne m'importait plus. Amour, haine, tout s'était évaporé, ne laissant qu'un vide froid derrière. La seule chose dont j'avais besoin de lui, c'était ses aveux. Ses aveux sur le marionnettiste final. La police a tenté de l'interroger à plusieurs reprises, mais Alexandre ne pouvait pas encore parler. Il ne pouvait émettre que des sons étouffés et communiquer avec ses yeux. Mais ses yeux étaient toujours remplis d'une terreur absolue. Quelque part dans l'ombre, l'homme était mentionné, comme si ce nom était tabou, un fantôme plus effrayant que la mort. Éléonore, après avoir été prise sur le fait, a avoué tout ce qu'elle savait, mais ces informations étaient vagues. Elle ne connaissait qu'un grand patron derrière Alexandre, quelqu'un avec un pouvoir immense, qui pouvait décider du sort de toute sa famille. Il l'avait menacée et forcée à obéir. En raison de sa coopération et de son état mental fragile, elle a été placée en résidence surveillée sous caution. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et regardait de loin la chambre de son fils, n'osant jamais s'approcher. La femme autrefois arrogante n'était plus qu'une ombre silencieuse, vivant avec sa culpabilité et ses remords tardifs. Quant à Jennifer, lorsque l'organisation criminelle a été démantelée, elle a su qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Elle a rapidement vendu ses biens et a tenté de fuir le pays,
mais a été arrêté à l'aéroport. Face aux preuves accablantes de sa complicité dans le blanchiment d'argent et la fraude, ainsi qu'aux accusations de diffamation, la loi lui a infligé une peine méritée. Ma vie est lentement revenue à une sorte de paix, mais c'était une paix difficile. Chaque jour, je devais faire face à une décision difficile. Alexandre n'était plus une menace, juste un infirme qui allait passer le reste de sa vie dans la dépendance et le tourment. J'aurais pu facilement demander le divorce, couper tous les liens et l'abandonner à son sort. Cela aurait été une douce vengeance, une fin méritée pour ce qu'il avait fait. Mais chaque fois que je regardais Léo, je ne pouvais pas le faire. Il demandait souvent à rendre visite à son père. Il s'asseyait près de son lit, racontait à son père ses histoires d'école, lui montrait ses dessins, prenait la main de son père et la pressait contre son visage. « Papa, guéris vite pour qu'on puisse jouer au football. » Ces mots innocents me transperçaient le cœur. Peu importe à quel point il avait été un mari et un criminel terrible. Il était toujours le père de Léo. Priver mon fils de son seul père aurait été trop cruel. J'étais à la croisée des chemins. Une route menait à la vengeance totale, où j'aurais pu laisser le passé derrière moi et commencer une nouvelle vie sans fardeau. L'autre route menait au pardon. Un pardon incomplet et difficile, mais qui aurait pu préserver un semblant de famille pour mon fils, aussi brisé soit-il. Georges, vieilli par l'épreuve, n'intervenait plus dans mes décisions. Il disait seulement « Sophie, fais ce que ton cœur te dicte. Quoi que tu décides, je te soutiendrai toujours. » Un après-midi, j'étais assise près du lit d'Alexandre, épluchant une pomme pour lui par habitude. Soudain, il a parlé d'une voix faible, rauque, mais claire. « Sophie !» Je me suis figée, laissant presque tomber le couteau. J'ai levé les yeux, il me regardait. Ses yeux étaient plus clairs, plus présents. « Je suis désolé, » a-t-il réussi à prononcer. Des larmes ont de nouveau coulé sur son visage. Je l'ai regardé. Mon cœur était un enchevêtrement d'émotions. Haine, pitié, les restes de sentiments de notre mariage. Tout était mélangé. Je ne savais pas quoi répondre. Juste à ce moment, mon téléphone a vibré. C'était David. « Sophie, nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé sa cachette. » Sa voix était extatique, le marionnettiste final. Il se cache dans une villa en bord de mer à Santa Margherita Ligure. La police est déjà en route. J'ai bondi. Mon cœur battait la chamade. Le jour était enfin arrivé. J'ai regardé Alexandre, puis par la fenêtre le soleil couchant. Pardon ou châtiment? Une vie paisible ou un combat jusqu'au bout? La décision finale m'appartenait, et je savais que, quelle que soit la voie que je choisirais, cette tempête n'était pas encore vraiment terminée. Le rail da Santa Margherita Ligure a été rapide et net. Le marionnettiste final, un homme d'affaires puissant et respecté qui avait tout manipulé depuis l'ombre, a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à monter sur un yacht pour fuir le pays. Il n'aurait jamais pensé que l'empire criminel qu'il avait bâti pendant des décennies pourrait s'effondrer si rapidement. Le jour où il a été ramené en ville, je suis allé le voir, non par satisfaction, mais pour clore définitivement le passé. À travers la vitre de la voiture de police, j'ai vu un visage familier. C'était l'homme sur quelques vieilles photos de Georges, un homme que mon beau-père avait autrefois appelé son ami. La cupidité peut vraiment transformer un ami en ennemi, un homme en monstre. L'affaire s'est conclue par les peines les plus sévères pour les coupables. La justice, bien que tardive, a été rendue. Le nom et l'honneur de l'entreprise de ma famille ont été restaurés. Tout semblait être revenu à l'ordre. Ce jour-là, j'ai pris ma décision. Je n'ai choisi ni la vengeance, ni le pardon facile. J'ai choisi ma propre voie, une voie pour l'avenir de mon fils et pour ma propre paix intérieure. J'ai demandé le divorce. Le procès a été silencieux, sans querelle ni accusation. Alexandre, dans son état, ne pouvait pas être présent. Il a envoyé une lettre que son avocat a lue. Il y acceptait toutes mes conditions, renonçant à tous ses droits sur nos biens et sur la garde de notre fils. Il ne demandait qu'une chose, de pouvoir voir Léo de temps en temps. J'ai accepté. Je ne l'ai pas fait pour lui, mais pour mon fils. Je ne voulais pas que Léo grandisse avec un cœur rempli de haine. Je voulais qu'il sache que son père avait fait des erreurs et qu'il en avait payé le prix, mais qu'il était toujours son père. Après le divorce, je n'ai pas jeté Alexandre à la rue. J'ai utilisé une partie de ma fortune pour le placer dans le meilleur centre de réadaptation à long terme, où il pourrait recevoir des soins appropriés. Je ne l'ai pas fait par amour, mais par un sentiment d'histoire commune. L'histoire de 6 ans de mariage, le devoir d'une personne envers une autre à son point le plus bas. C'était la dernière chose que je pouvais faire pour lui et pour ma conscience. Éléonore, après que tout a été révélé, s'est complètement effondrée.
Elle vivait recluse dans un ancien domaine familial, incapable de faire face à qui que ce soit. De temps en temps, je lui faisais encore envoyer de la nourriture et des médicaments, non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je savais que vivre avec sa culpabilité et sa solitude jusqu'à la fin de sa vie était la punition la plus sévère. Le temps a passé. 5 ans se sont écoulés. L'entreprise, sous ma direction et celle de Georges, a prospéré, devenant un leader dans son secteur. Mais pour moi, le plus grand succès n'était pas les chiffres sur les états financiers, mais le sourire sur le visage de mon fils. Léo était maintenant un petit garçon en CM2, en bonne santé, intelligent et compatissant. Il savait tout ce qui s'était passé. Je ne lui avais jamais rien caché, mais il n'entretenait aucune rancune. Cela ne l'a encouragé qu'à aimer et à apprécier davantage. Les week-ends, je l'emmenais parfois rendre visite à Alexandre. Il pouvait maintenant s'asseoir dans un fauteuil roulant et parler en phrases courtes. Une partie de sa mémoire était revenue, mais les souvenirs de ses crimes semblaient avoir été effacés. Il se souvenait seulement qu'il avait eu une femme nommée Sophie et un fils nommé Léo. Chaque fois qu'il voyait son fils, il souriait, un simple sourire d'enfant. C'était peu, être aussi une forme de libération pour lui. Un bel après-midi, Léo et moi nous promenions dans le parc. Le soleil doré nous baignait, la pelouse verte scintillait. « Maman » a demandé soudain Léo. « Es-tu heureuse » Je me suis arrêtée un instant, surprise par sa question. J'ai regardé mon fils, son sourire radieux et pur, puis le vaste ciel bleu. J'ai souri, un sourire vraiment serein. Oui, mon amour, maman est très heureuse. J'avais autrefois cru que ma vie était une longue nuit sombre sans issue. J'avais autrefois été enfermée dans une cave de désespoir, enchaînée par les chaînes de la trahison et de la cruauté. Mais c'est précisément dans cette obscurité que j'ai trouvé la lumière de l'amour d'un père, de la compassion et de la force qui sommeillaient en moi. La porte de la cave s'est ouverte, libérant non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Mon aube n'est pas venue du jour au lendemain. Ce fut un long chemin à travers les ombres et les tempêtes. Et maintenant, debout sous le soleil chaud, je réalise que le bonheur n'est pas l'absence de douleur, mais la façon dont nous y faisons face et la surmontons. Ma nouvelle vie, la nouvelle vie de mon fils, ne faisait que commencer. Une vie où il n'y a plus de haine, seulement de l'amour, du pardon et un ciel clair devant nous.